Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter des électrolytes. Alors, le mot électrolyte nous fait penser au mot électricité. Donc, on voit qu'il y a un lien entre les deux. Donc, avant de vous expliquer qu'est-ce qu'un électrolyte, on va regarder ensemble qu'est-ce que la conductibilité électrique. Donc, conductibilité électrique, c'est une propriété que possède une substance qui permet le passage du courant électrique. Donc, par exemple, les fils électriques que vous avez dans vos maisons sont constitués de substances qui permettent le passage du courant électrique. C'est ce qui permet de faire fonctionner vos lumières, vos radios, vos télévisions, etc., etc. Donc, on classe les substances en deux grandes catégories, les conducteurs d'un côté et les isolants de l'autre. Les conducteurs sont tout simplement les substances qui vont permettre le passage du courant électrique, alors que les isolants sont les substances qui ne permettront pas le passage du courant électrique. Des exemples de conducteurs, on retrouve les métaux, comme on en a discuté lors du premier chapitre, et on a les solutions électrolytiques. Ça, c'est nouveau pour vous. On va en discuter dans la présente présentation. Les isolants, on retrouve le bois, le plastique, l'air et l'eau pure, l'eau distillée dont on se sert en laboratoire. Ce sont des exemples d'isolants. Et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans l'année lorsqu'on va parler de l'électricité. Donc, pour avoir un courant électrique, on a besoin d'avoir trois éléments qui sont réunis. Donc, trois conditions. Dès qu'il y a une des trois conditions qui n'est pas respectée, automatiquement, on ne peut pas avoir un courant électrique. Donc, la première condition, c'est d'avoir des charges électriques. Donc, des charges électriques soit positives ou des charges électriques négatives. La deuxième condition, c'est que ces charges électriques-là soient en mouvement. C'est ce qu'on appelle la mobilité des charges électriques. Donc, les charges doivent pouvoir se déplacer, doivent pouvoir bouger. Et finalement, la troisième condition, c'est ce qu'on appelle l'orientation du mouvement des charges électriques. C'est-à-dire que, oui, c'est bien beau, les charges électriques se déplacent, mais elles doivent se déplacer de façon ordonnée. Elles doivent se déplacer dans une certaine direction. Donc, je vous rappelle, dès qu'une de ces trois conditions-là n'est pas respectée, nous ne sommes pas en présence d'un courant électrique. Donc, les circuits électriques que vous avez à la maison ressemblent un peu à ça en version beaucoup plus simple. Donc, vous avez une pile ici, les fils électriques et une ampoule qui s'allume. Donc, on peut voir ici que les trois conditions sont respectées. Donc, les petites boules bleues que vous voyez, ce sont des charges électriques. En fait, ce sont des électrons, mais ça, on va en rediscuter un peu plus tard. On voit que les charges électriques se déplacent et on voit surtout qu'elles se déplacent toutes dans la même direction. Donc, elles n'ont pas un mouvement désordonné, là. Elles sont toutes placées une à la suite de l'autre et elles se déplacent toutes dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc, ici, on a présence d'un courant électrique. Les trois conditions sont respectées. Maintenant, il est aussi possible d'avoir un courant électrique dans un liquide. Donc ici, on a un petit montage illustré. Nous avons un bécher qui contient de l'eau distillée. Nous avons une ampoule en haut qui est reliée par des fils électriques à deux tiges métalliques qu'on appelle des électrodes. Ces électrodes-là possèdent une charge électrique. Il y en a une qui va être chargée positivement. On va l'appeler anode, et l'autre va être chargée négativement, on va l'appeler cathode. Et là, si vous faites le lien avec ce qu'on a vu sur les ions, vous remarquerez que le nom des électrodes ressemble beaucoup au nom des ions. Nous avons vu que les ions négatifs étaient appelés anions et les ions positifs étaient appelés cations. Eh bien, c'est en fonction de ces ions-là qu'on a nommé les électrodes. Comme l'électrode positive attire les anions, qui sont négatifs, on l'a appelé anode. Et comme l'électrode négative attire les cations, qui sont chargées positivement, on l'a appelé cathode. Donc, faites bien attention de ne pas mélanger le nom des électrodes avec le nom des ions. Donc, ça, c'est mon petit montage expérimental. Et je vais ajouter du sel, du NaCl, soit le sel de table. Vous vous souvenez, on en avait parlé encore une fois dans la vidéo sur les ions. Le Na donne un électron au chlore.
Donc, le Na devient positif, le chlore devient négatif, et c'est ce qui fait que les deux atomes vont se lier ensemble pour former la molécule NaCl. Lorsqu'on met la molécule NaCl dans l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se séparer, cette molécule-là. Donc, le Na et le Cl vont se séparer. Ça va donc devenir du Na+, et du Cl-, parce que le Na, je vous rappelle, a donné son électron au chlore. Donc, le Na est positif, le chlore devient négatif. On va voir dans une vidéo un peu plus tard comment ça fonctionne, comment la molécule se sépare, mais pour l'instant, ce qui est important à retenir, c'est que quand vous mettez du NaCl dans l'eau, la molécule se sépare en ions. Donc, j'ai des charges positives, j'ai des charges négatives, j'ai donc ma première condition qui est remplie, soit la présence de charges électriques. Ces charges-là sont dans l'eau, donc évidemment, elles vont aussi bouger, elles vont être en mouvement. Donc, j'ai ma deuxième condition qui est également respectée. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que ces ions-là vont être dans l'eau? Eh bien, ils vont vouloir aller rejoindre l'électrode qui les attire. Donc, les charges négatives vont être attirées par l'anode, comme on l'a spécifié tantôt, et les charges positives vont être attirées par la cathode. Et donc, ça va créer l'orientation du mouvement des charges. Donc, les charges électriques vont se déplacer, mais elles vont se déplacer dans une direction bien particulière. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un courant électrique qui va être produit et votre ampoule va s'allumer. Donc, les trois conditions sont remplies. Présence de charges électriques qui sont les ions, mobilité des charges électriques puisqu'on est dans l'eau et orientation du mouvement des charges grâce à nos deux électrodes, l'anode et la cathode qui sont chargées. L'ampoule s'allume. Si on faisait la même expérience avec du sucre cette fois-ci, donc ça ici c'est une molécule de sucre, je mets mon sucre dans l'eau. Contrairement à la molécule de NaCl, le sucre va rester intact. Le sucre ne va pas se séparer en ions. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas de charge électrique. Je ne peux donc pas avoir de courant électrique. L'ampoule ne va pas s'allumer. Donc, je peux séparer les substances en deux grandes catégories selon si elles vont permettre le passage du courant électrique ou non lorsque nous sommes dans une solution. Donc, un électrolyte versus un non-électrolyte. Donc, un électrolyte, c'est une substance qui, lorsqu'elle va être dissoute dans l'eau, va permettre le passage du courant électrique, contrairement à un non-électrolyte qui est plutôt une substance qui, oui, va pouvoir se dissoudre dans l'eau, comme le sucre, mais ça ne va pas permettre le passage du courant électrique. Donc ici, il faut vraiment, le mot-clé, c'est dissoute dans l'eau, parce que votre molécule de NaCl, si, je vous rappelle, c'est du sel, si vous mettez les électrodes dans un contenant où vous gardez votre sel de table, l'ampoule ne va jamais s'allumer parce que la molécule, elle est complète, elle est entière, il n'y a pas de charge électrique. Il faut vraiment que le NaCl soit dissous dans l'eau pour permettre aux ions à ce moment-là d'être libérés et d'avoir présence de charge électrique. Si la molécule n'est pas dissoute dans l'eau, eh bien, il n'y aura pas passage du courant électrique. Donc, quelques exemples d'électrolytes, comme l'exemple qu'on a donné tantôt, le NaCl, et un non-électrolyte, le sucre.